Voilà, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire dédié à l'évolution du congé de parentalité au 1er juillet. On a le plaisir d'accueillir pour cette début de matinée Béatrice Lestic, qui est secrétaire nationale de la Confédération CFDT, qui porte les sujets politiques relatifs à l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et je vais tout de suite passer la parole à Patricia Blancard, donc, qui est la secrétaire nationale de la CFDT Cadre, qui porte les sujets à l'échelle de la CFDT Cadre, pour lancer cette heure que nous allons consacrer à l'évolution du congé de paternité, congé de parentalité. Patricia, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. On aura peut-être ou peut-être pas la chance d'avoir Marc Dupont de l'équipe d'Aviva. Je pense présenter son accord, mais ils sont en fusion avec Massif, donc c'est un moment où voilà, ils sont super occupés. Donc, il va essayer de se connecter, mais c'est pas sûr. Et puis, sinon, de toute façon, je vous présenterai l'accord. Donc, on remercie déjà vraiment beaucoup Béatrice de se joindre à nous. C'est extrêmement important parce qu'effectivement, le sujet de paternité, parentalité nous concerne tous et la Confédération est aussi au premier plan pour défendre et revendiquer sur ce congé. Alors, avant de parler du congé de paternité-parentalité qui double, qui passe de 28 à 14 jours, je voulais d'abord saluer la grande avancée de la PMA pour toutes. C'est arrivé mardi, c'est quand même quelque chose qui est très important. Alors, l'idée de ce webinaire n'est pas de parler technique. Vous trouverez en annexe toutes les questions un peu plus techniques et je peux répondre aux questions si vous en avez. Mais ce que je voudrais, c'est parler d'égalité. Et c'est pourquoi je démarre, et on va passer au premier transparent, par l'égalité homme-femme, c'est d'abord lutter contre le sexisme. Garantir l'égalité, c'est s'attaquer au sexisme. Le sexisme est une idéologie, préjugés, clichés, représentation basée sur des idées préconçues qui réduit et généralise arbitrairement ce que sont et ne sont pas les femmes et les hommes ou les filles et les garçons. C'est le principal obstacle à l'égalité réelle entre les hommes et les femmes et qui a pour conséquence la domination historique des hommes sur les femmes. Les stéréotypes sexistes sont à la fois le résultat et la cause d'attitudes, valeurs, normes, préjugés profondément enracinés. Ils induisent consciemment ou inconsciemment les comportements sexistes. Et le non-partage des tâches est un frein à l'égalité. Et on va passer au transparent suivant. Donc, en fait, une répartition plus équilibrée des tâches familiales est nécessaire. Toutes les études montrent que, malgré ce qu'on croit, 80% des tâches domestiques continuent d'être assumées par des femmes. Et on a bien le discours qui dit oh, maintenant, il y a le nouveau père, les nouveaux hommes qui investissent davantage la sphère privée. C'est vrai, mais pour autant, dans les dirigeants, dans les entreprises, dans les élites publiques et privées, les cadres supérieurs masculins peuvent faire des promotions parce qu'ils se désinvestissent de la sphère domestique qui est en contrepartie surinvestie par leur conjoint. Donc, le congé, on va passer le congé de paternité long. Pour nous, c'est aussi un des moyens d'aller vers un partage des tâches domestiques et parentales. C'est même, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Depuis notre congrès de Nîmes, on revendique un congé de parentalité long, dédié au père ou au second parent. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une partie obligatoire. Bon, aujourd'hui, depuis le 1er juillet, c'est fixé à 7 jours, les 3 jours de naissance plus 4 jours après.
Pour autant, ce n'est pas suffisant, mais Béatrice le redéveloppera. Et bien rémunéré, alors je dis bien rémunéré, alors effectivement aujourd'hui c'est la prise en charge au niveau de la sécurité sociale et comme pour les congés de maternité, c'est-à-dire jusqu'au plafond, il n'y a pas de problème, sauf que nous, ici, on s'adresse en particulier aux cadres et du coup, la perte de salaire peut être importante. Donc pourquoi un congé de parentalité long? J'ai évoqué le partage des tâches. C'est aussi pour développer, et le nouveau-né, avoir ses deux parents, c'est quelque chose d'important. Modifier les représentations, même si on va l'évoquer un petit peu avec Aviva, c'est compliqué. Mais dans l'idée, c'est qu'à partir du moment où une entreprise qui recrute un jeune, même un peu moins jeune, qui potentiellement peut avoir un enfant, qu'il soit un homme ou une femme, et qui doit s'absenter, du coup, on est obligé d'avoir une réflexion différente et une organisation du travail différente et une gestion moins pénalisante des absences. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de mettre au même niveau. Il y a une problématique parentalité, il faut l'assumer, on en a besoin pour la société, et donc ça concerne les hommes et les femmes, et ce n'est pas limité simplement aux seules femmes service parentalité. Donc ça, c'est pour l'idée d'avoir un projet paternité long. Alors, où on en est aujourd'hui, c'est la slide suivante. Alors aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est bien sûr avant le 1er juillet, puisque c'est des études notamment d'ARES, l'IGAS avait fait aussi des études. On a plus de 7 pères éligitionnistes qui ont recours. Les derniers chiffres, avant, c'était 67. On a un petit peu avancé. Par contre, c'est extrêmement hétérogène. On a effectivement une prise du congé de paternité parentalité qui est beaucoup plus importante pour ceux qui ont un emploi permanent, et environ 4 pour les CDI. Et pour les fonctionnaires, on monte même à 88%, près de 88%. Par contre, très très faible lorsque l'emploi est précaire ou instable, et on est à 13% chez les demandeurs d'emploi. C'est aussi nettement plus faible chez les travailleurs indépendants, on est à 32%, même si on a eu une légère augmentation, mais cette augmentation n'est que de 6 points, alors que finalement, pour les 12 points d'augmentation, donc entre 2004 et 2013. Et depuis, on a quand même quelques nouveaux chiffres. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a une différence entre les employés ouvriers et les cadres. Donc, les employés ouvriers, c'est eux qui l'utilisaient plus avant diminuer. Ça a même diminué de 5 points pour les ouvriers, alors que les cadres où c'était faible, ça a augmenté de 30 points. Et c'est pour ça qu'on arrive maintenant à 80%. On était autour de 50. Ce qu'on observe aussi, c'est que l'âge du père, si on en est au 3e enfant, enfin croissant, joue en défaveur. C'est-à-dire que le premier enfant et l'homme ou le second parent jeune, voilà, profite du dispositif. Alors, on est essayé de demander, c'est le transparent suivant, pourquoi les pères, enfin je dis père ou second parent, mais il y a très peu de statistiques pour le second parent et en général, le second parent est extrêmement impliqué dans la l'enfant, donc prend ce congé. Alors, ils invitent des raisons professionnelles, une charge de travail trop importante. Donc là, on voit bien qu'effectivement, l'organisation du travail est importante. Et puis que s'il y a effectivement une prise en charge financière, c'est quand même compliqué de dire à son conjoint « Oh, bah, toi, tu t'occupes du bébé, moi, j'ai mon boulot, etc. » Enfin, quand on a fait ensemble un enfant. Donc, il y a effectivement le manque à gagner quand il n'y a pas le complément d'indemnisation. Une absence de connaissance des droits en la matière, ça reste quand même un élément, c'est-à-dire que tout le monde ne connaît pas la possibilité de s'absenter, etc., enfin, ce qu'il faut faire. Et puis, et c'est là où il faut agir sur les représentations, il y a quand même une forte anticipation d'une réaction négative
de leur employeur ou de leurs collègues. C'est-à-dire que l'employeur, de toute façon, il y a des droits, mais il y a une peur de ces réactions et donc on anticipe, on se dit ça ne va pas le faire si je m'absente. Avant le choix d'augmenter ce congé de paternité, on avait 38% en moyenne qui trouvaient le congé trop court. Mais quand on va plus en détail, on voit qu'il y en avait 63% qui disaient que ce congé de paternité-parentalité était trop court, donc ils avaient entre 18 et 24, et seulement 19 des 50 ans et plus. Donc on voit que le chiffre de 38, en fait, une grande partie de ceux qui répondaient et qui répondaient faiblement n'étaient pas concernés. Alors, nous, ce qui nous intéresse, et c'est un petit peu l'objet aussi de cette discussion, c'est pourquoi négocier? Il faut négocier pour pouvoir améliorer ce congé. Négocier pour le rendre plus attractif. Il faut agir sur le maintien de la rémunération des bénéficiaires. Donc, je rappelle, pour les fonctionnaires qui n'ont pas de perte, c'est 90% à y avoir recours. Et les études qui avaient été faites par l'IGAS, c'était de dire que seuls 20% des salariés bénéficient d'un complément employeur via leur convention collective. C'était surtout via les branches. Et on voit quand même que industrie pharmaceutique, plasturgie, hospitalisation, banque, mutualité, etc., il y a quand même une couverture. Mais bon, il y a des salariés qui sont hors convention collective et puis toutes les conventions collectives ne couvrent pas et parfois sur un délai très court. Et ça sera quand même à regarder parce qu'effectivement, on était à 14 jours, on passe à 28 jours, s'assurer qu'effectivement, il y ait bien poursuite des droits. Pour autant, il y a quand même beaucoup de grandes entreprises et des plus petites qui cherchent à accroître ce droit. Vous vous souvenez que la CFDT cadre, parmi de nombreuses entreprises, notamment des petites, a signé le Parental Act. Et dans le Parental Act, je ne sais pas si la Confédération l'a signé, mais elle nous dira, on s'engageait effectivement à prendre en charge à 100% un mois de congé. Et c'était même avant que ça devienne de droit, un engagement pris en avant. Et bien sûr, négocier, c'est surtout la possibilité d'aller au-delà du congé légal, d'aller sur les 2 mois minimum que la CFDT revendique, mais aller au-delà et on verra d'ailleurs sur l'exemple qui est donné qu'on peut aller beaucoup plus loin. Alors l'autre raison de négocier aussi, c'est le transparent suivant, c'est pour modifier les comportements. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les conséquences de l'arrivée d'un enfant agit négativement sur la carrière des femmes dans l'entreprise. Il faut donc impérativement changer les mentalités. Donc, on se dit que si on négocie, on peut plus facilement dédouaner les pères ou seconds parents de la nécessité de justifier d'un choix personnel. Puisque finalement, c'est quelque chose qui serait obligatoire, voilà, on se pose plus la question et on prend le congé. Parce qu'effectivement, l'expérience de leurs collègues femmes montre que la moindre absence est vite considérée comme un désengagement vis-à-vis du travail. Donc c'est ça qu'il faut changer. Négocier, c'est aussi permettre que les dirigeants d'entreprise portent l'accord et promeuvent le congé. Aux États-Unis, c'est effectivement quelque chose de beaucoup plus fort, puisqu'on a quand même un certain nombre de dirigeants célèbres qui n'ont pas hésité à dire qu'ils prendraient leurs 4 mois de congé de paternité-parentalité. Et en étant exemplaires, effectivement, ça modifie les représentations. Et le troisième point aussi de la négociation, c'est qu'on va travailler sur la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, qui va permettre de tendre vers une égalité réelle entre les hommes et les femmes, qui va être favorable à tous, c'est-à-dire que pour les hommes et pour les femmes, avoir une meilleure conciliation vie personnelle, vie professionnelle, c'est du plus. Ce qui veut dire qu'il faut travailler sur l'autonomie, on est d'accord, sur la flexibilité des plages horaires, données individualisées dès que possible,
Bien sûr, la problématique télétravail, droit de déconnexion. C'est à regarder même le télétravail parce qu'il y a quelques études qui montreraient que le télétravail a été un peu moins favorable pour les femmes quand même. Donc c'est à regarder. Au niveau du CESE, dans la délégation des droits aux femmes et à l'égalité, c'est quelque chose qu'on évoque et sur lequel on est sensible. Un travail à temps partiel qui aujourd'hui est majoritairement pris par les femmes mais sans impact négatif, et l'objectif c'est de l'élargir. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'entreprises qui font des congés qu'on appelle, enfin c'est des congés temps partiel mais qui sont un peu vacances. Et là les hommes le prennent plus facilement parce que finalement ça se voit moins. Mais pour autant ils sont quand même à temps partiel. Donc, c'est quelque chose aussi à regarder. Bien sûr, en négociant un accord, on peut négocier une campagne d'information sur les droits et les obligations. On peut promouvoir le recours au congé de paternité-parentalité. On peut vraiment, de manière favorable, intégrer la problématique de parentalité dans la culture de l'entreprise. Et puis, il y a tout le travail qu'on peut faire par rapport aux managers. On sait très bien que de manière pratique dans l'organisation du travail, et on le sait d'autant plus à la CFDT4 que c'est ce qu'on défend, le rôle du manager sur l'organisation du travail, sur le départ des congés, sur l'arrivée d'un enfant, pour anticiper les plannings, les formations, les déplacements, etc. C'est un élément essentiel et donc l'accord permet effectivement d'avancer sur cette problématique des managers. Donc voilà, je n'ai pas voulu être trop longue et donc je vous propose maintenant d'entendre Béatrice parce que la CFDT, effectivement, défend plus que ce qui a été aujourd'hui dans le cadre de la loi. Merci Patricia, j'espère que... Moi j'ai un son très mauvais, donc je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'était le son de Patricia, j'espère que ça va aller. On t'entend bien. Vous m'entendez bien, tant mieux. D'abord dire que c'est une avancée qui était attendue, qu'il faut donc saluer comme telle, le passage de 14 jours à 28 jours, si on inclut les 3 jours de naissance. Et donc, c'est un bout du chemin, mais en tout cas, c'est une réelle avancée qui était notamment attendue par les pères, mais aussi par les mères. Patricia vient d'expliquer pourquoi. La CFDT revendique, mais grâce à l'UCC, j'ai envie de dire, puisque c'est l'UCC la première qui a porté cette revendication pour l'organisation. Et donc, toute l'organisation s'est alignée sur le positionnement de l'Union confédérale cadre pour revendiquer un congé paternité, parentalité, accueil de deuxième enfant, en fonction des dénominations, de 2 mois. On voit que cette question-là de la parentalité, elle est prégnante dans ce pays, elle est prégnante en Europe. On sait que l'Espagne a aujourd'hui, par exemple, ces dernières années, évolué vers un congé paternité-parentalité de 2 mois. On sait qu'il y a d'autres pays qui réfléchissent. On sait que les pays du Nord sont évidemment encore plus en avance. Et on parlera ensuite sans doute tout à l'heure de ce qu'on pressent qui arrivera dans l'agenda, et notamment autour du congé parental, puisque il y a aussi des choses à faire autour du congé parental. Sur le congé paternité, donc une avancée qui a ses limites. Nous, on demandait à la CFDT que ce congé soit obligatoire. Voilà, c'était de la demande d'ailleurs assez homogène et unanime des organisations syndicales. Pourquoi est-ce qu'on voulait que ce congé soit obligatoire? Pour répondre à ce qu'a détaillé Patricia, c'est-à-dire assez étonnamment des catégories ouvriers employés qui prennent moins le congé parental et qui d'ailleurs le congé paternité, pardon, et qui d'ailleurs le prennent de moins en moins, avec un recul de la prise du congé paternité dans ces catégories, alors même qu'il n'y a pas de perte de salaire.
une nette progression chez les cadres, mais quand même, on n'est pas à 100% de prise du congé. Et puis, particulièrement pour les précaires, tel que ça a été indiqué pour les CDI et les intérims, les CDD, les intérims, là, on voit bien que s'il n'y a pas obligation du congé, bah, bien sûr, ils ne le prendront pas. Parce que ça, il y a un risque, et le risque est trop important pour qu'ils le prennent. Donc, on demandait une obligation sur le congé paternité. On a obtenu 7 jours de congé obligatoire. Donc, de notre point de vue, c'est insuffisant, mais là encore, c'est tout de même un progrès par rapport à ce qu'on avait avant. On voulait aussi qu'une partie du congé soit prise immédiatement après la naissance, donc c'est le cas. Les 7 jours doivent être pris après la naissance. On a un vrai sujet maintenant qui reste pendant, c'est ce qu'a indiqué Patricia, c'est-à-dire la compensation des pertes de salaire pour les plus hauts revenus, ceux qui dépassent le plafond, et puis l'effectivité des droits. Nous, on va s'attacher beaucoup à l'effectivité des droits. Il faut ouvrir des négociations, comme Patricia l'a dit, ça paraît évident. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de mettre ce sujet à l'agenda dans l'entreprise. C'est le moyen que l'employeur se saisisse de la problématique, mais pas que l'employeur. Les équipes syndicales aussi, les salariés aussi, puisque les équipes syndicales ne se saisissent pas toujours forcément des sujets de parentalité autant qu'on le souhaiterait. Donc oui, on va impulser, en tout cas, on va essayer d'impulser au niveau de la Confédération le fait que dans les branches et dans les entreprises, particulièrement les grandes entreprises, il y ait des accords qui s'ouvrent pour compenser les pertes de salaire, évidemment, mais aussi avoir un regard particulier sur l'information qui est donnée aux salariés sur ce droit, et puis permettre que de plus en plus ce congé t'exerce. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Patricia sur pourquoi est-ce que ce congé est utile. Il est évidemment utile à l'enfant. Bon, il y a tout un tas de travaux de spécialistes de l'enfance, de psychanalystes pour enfants qui expliquent très très bien pourquoi la place du deuxième parent est absolument fondamentale dans la construction d'enfants. Il est évidemment, en tout cas pour le dossier qui nous concerne, il est aussi évidemment absolument indispensable dans la construction d'égalité ou d'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes, tant sur le côté partage des tâches domestiques, que sur le côté effet de la parentalité sur la carrière des uns et des autres. Et comme l'a dit Patricia, on sait bien que de manière assez systémique, la maternité, c'est un frein absolument majeur à la carrière des femmes. Ça s'observe assez fortement dès la première naissance. Dès la première naissance, une femme prend du retard dans sa carrière par rapport à une femme qui n'aurait pas eu d'enfant, et a fortiori par rapport à un homme, lui qu'il ait ou pas des enfants d'ailleurs, puisque pour l'homme, assez paradoxalement, le fait d'avoir des enfants est plutôt jugé positivement en termes d'image et de responsabilité, sans doute. C'est plutôt un point positif pour un homme, le fait d'être père. Ça n'entrave en rien sa carrière, bien au contraire. C'est plutôt un poids négatif pour une mère, parce qu'on suppose, à juste titre, vu les chiffres décrits par Patricia, qu'elle va être extrêmement sollicitée par des tâches hors travail, et que peut-être, en tout cas c'est le présupposé, elle sera moins disponible pour répondre aux objectifs professionnels que lui assigne l'entreprise. Donc on a à lutter contre cet état de fait-là, et moi je dirais ici ce que je dis tout le temps, c'est que ces représentations collectives qu'on a autour de la parentalité ne sont pas le fait que des hommes. C'est-à-dire que c'est des représentations collectives qui sont portées et des stéréotypes qui sont portés
autant par les femmes que par les hommes. Et donc, on a autant à parler aux hommes et aux pères qu'à parler aux mères et aux femmes pour leur dire qu'il faut aussi qu'elles fassent de la place aux pères pour que tout ça s'harmonise. Donc, on va avoir un tract, nous, à la CFDT, qui va être extrêmement pratico-pratique, qui sera disponible pour la rentrée, mais pour essayer justement que les salariés qui n'ont pas forcément accès à tous leurs droits connaissent ce droit et puissent en bénéficier. Et puis, ce que je disais, on va inciter évidemment à la négociation dans les entreprises et les branches. On n'était pas favorable à un trop grand fractionnement. On avait une tolérance à la CFDT sur un fractionnement en 2 périodes. On trouvait que c'était suffisant. D'autres organisations syndicales ne voulaient absolument pas de fractionnement. On arrive à un fractionnement possible en 3 périodes. Bon, ça nous paraît pas forcément... On ne voulait pas en tout cas que ça puisse être émietté 2 jours par semaine pour faire autre chose peut-être que s'occuper de l'enfant, aller au tennis ou au golf. Donc, on voulait vraiment que ce soit un congé qui soit très lié à la naissance de l'enfant. Donc, 3 périodes, c'est pas ce qu'on souhaitait, c'est pas non plus catastrophique. Et puis, on voulait aussi qu'il y ait un délai de prévenance unique, ce qui faisait que le salarié, en fait, quand il pensait son congé paternité, parentalité, il le pensait dans la globalité de sa période et pas en ajustement. Bon, là non plus, on n'a pas forcément été totalement entendu. Il faudra qu'on soit, de toute façon, et on le sait bien, sur ce sujet comme sur d'autres, il va continuer, et Patricia l'a très bien décrit, il va falloir continuer à porter ce sujet dans les entreprises. C'est sans doute pas très facile, c'est peut-être plus difficile en tout cas dans une TPE que dans un grand groupe de prendre son congé paternité. Donc, il faudra qu'on ait une attention particulière à chaque situation. Sur le fait qu'il n'y ait pas qu'il y ait de la perte de salaire pour les cadres, puisqu'ici on est à l'UCC, ça peut effectivement être un enjeu croissant, parce que plus la période de congé est longue, plus le questionnement autour de est-ce que je m'autorise une perte de salaire importante sur 28 jours au lieu des 14 jours précédents, forcément va se poser, quoi. Donc il faut là qu'on avance sur ces questions. Voilà, puis on va continuer évidemment de porter l'allongement à 2 mois. Ce que nous dit le gouvernement dans la période, c'est on n'est qu'à un point d'étape. Je pense qu'en tout cas, une partie de nos interlocuteurs sont conscients que la France n'est pas en position de rôle modèle sur la question, sur le sujet de la parentalité aujourd'hui. Hein. En Europe, il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés. Après, il y a toujours la question du coût de ces mesures-là pour la collectivité. Donc c'est ça évidemment ça le frein principal. Et j'en parlerai tout à l'heure quand on évoquera l'impact de la directive européenne sur vie professionnelle et vie privée. C'est aussi ça qui fait toujours que la France freine des cas de fer pour que les dispositifs avancent. Néanmoins, je suis absolument convaincu que ce sujet va revenir sur la table. Il est poussé par de grandes entreprises, c'est vrai, parce qu'elles en ont fait un objet de RSE et aussi un sujet d'attractivité pour attirer les jeunes cadres, parce qu'il faut quand même se féliciter de voir que il y a un effet générationnel tout de même et que les jeunes générations de cadres ont beaucoup plus d'appétence pour le congé paternité que leurs aînés. Et donc les entreprises, ça, elles le perçoivent. On voit bien que les grands groupes en font d'ailleurs un sujet de communication externe, un sujet vraiment un sujet de visibilité. Le Parental Act, on est un exemple flagrant. Et saisissons donc
le fait que les entreprises aient bien compris l'intérêt pour elles de favoriser ce type de droits pour les salariés, pour nous-mêmes, pour continuer de pousser nos revendications et arriver à 2 mois, objectivement 1 mois à ce stade, pour l'ambition qui est la nôtre, d'un meilleur partage des tâches domestiques, d'une meilleure implication des pères dans l'éducation des enfants. 1 mois de congé paternité, c'est insuffisant, hein. On va se le dire quand même très simplement. C'est pas ça qui fera bouger totalement les lignes en termes de partage de tâches et de qui a la responsabilité de la gestion quotidienne, en tout cas, de la famille, des enfants, des rendez-vous chez le médecin, de qui s'occupe d'aller les chercher à l'école, des courses qu'il y a à faire, enfin bon. Bref, tout ce qui pèse aujourd'hui plus fortement sur les femmes que les hommes, et c'est pas 1 mois de congé paternité qui changera ça. Mais voilà, je le redis, il faut le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire une réelle avancée, une avancée sociale forte, que le gouvernement assez intelligemment, j'ai envie de dire. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait fait de ce quinquennat, pour ce quinquennat de l'égalité femmes-hommes, une grande cause. Il était arrivé en disant l'égalité entre les femmes et les hommes sera la grande cause du quinquennat. Il y avait donc intérêt, pour le moins, à afficher des mesures très concrètes dans le sens de la grande cause en question, et le congé paternité en fait partie. Je ne crois pas qu'on arrivera d'ici la fin du mandat, même si on sent que ça bruisse ici ou là, je ne crois pas qu'on arrivera à bouger sur le congé parental, qui est un vrai sujet, et qui est un vrai échec de la politique de parentalité française, qui est le congé parental qui est très peu pris, quasiment exclusivement par des femmes, et presque exclusivement aussi par des femmes précaires ou avec des emplois faiblement rémunérés. Donc c'est un véritable échec de la politique parentalité, ce congé parental. Donc il y a nécessité à le remettre sur la table. Je pense que ce sera un enjeu de la prochaine mandature. Et donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais prenons ce congé pour ce qu'il est, un progrès, et que nous saluons, et nous pouvons, et vous pouvez évidemment vous en attribuer assez fortement la paternité, puisque les premiers, l'Union confédérale cadre, bien avant les autres, bien avant toutes les autres organisations syndicales, ont réfléchi sur la question de la parentalité et porté une revendication de ce type. Pour votre information, aujourd'hui, la CGT, qui, quand on était en concertation avec le gouvernement, n'avait pas une doctrine très assise et était plutôt sur 1 mois, entre-temps, c'est-à-dire dans les 6 mois qui se sont passés, est passée sur une doctrine à 4 mois. Voilà. Donc aujourd'hui, la CGT revendique 4 mois de congé paternité. Bon, nous, on se dit que si on a 2 mois dans les 5 prochaines années, on aura déjà pas mal avancé. Ce que je vous propose, avant de vous donner la parole, si vous m'entendez, c'est de parler de l'exemple d'Aviva. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Donc, Aviva, c'est une entreprise qui actuellement est donc en fusion avec la Massif, hein, c'est de la mutualité. C'est pas l'entreprise en France qui a le congé de paternité-parentalité le plus long, mais c'est une de celles qui a le plus long, où la CFDT est présente et où on a négocié. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises américaines pour qui la Corp a imposé finalement dans toutes ses filiales, dont les filiales françaises, la possibilité de prendre des congés de paternité longs. Donc ça nous semblait intéressant d'avoir Aviva qui avait négocié
Depuis 2017, ils ont un accord. L'accord a été reconduit pour 2020-2022 et ils sont en phase de négociation de l'accord suivant que je vais évoquer. Alors, chez Aviva, ils ont un congé qui va jusqu'à 10 semaines, incluant le congé de paternité et d'accueil, c'est-à-dire les 14 jours précédemment. Et aujourd'hui, ça va être les 28 jours. Le Aviva complète les indemnités journalières de sécurité sociale qui sont versées au titre du congé de paternité, sauf que ils l'ont assis sur le salaire fixe, et donc il y a des personnes qui sont très impactées, et d'ailleurs quand on regarde qui le prend ou pas, le siège qui n'a pas cette problématique-là prend les congés. Et quand je leur ai posé la question, ils prennent, ils posent et ils prennent les 10 semaines, hein, les 10 semaines d'affilée, ils ne coupent pas vraiment en petits morceaux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que 10 semaines, c'est quand même un temps long. Donc dans le prochain accord, il y aura prise en charge des primes, etc., pour qu'il n'y ait pas de perte de rémunération. Donc ça, c'est quasiment acquis. Par contre, ils ont des gros doutes sur le fait qu'on leur redonne 2 semaines supplémentaires, c'est-à-dire passer à 12 semaines. Voilà, ils sont pas tout à fait sûrs. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore sur la table. Par contre, alors ils vont peut-être venir, donc on pourra les interroger, mais le changement des représentations, il y a encore du travail à faire. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que finalement, le second parent est content de prendre un congé, mais ça ne change pas l'impact finalement sur la carrière des femmes de l'arrivée d'un enfant, alors que les hommes restent moins impactés, même s'ils prennent leurs 10 semaines. Donc on voit qu'il y a quand même encore du travail à faire. Néanmoins, voilà, enfin, à partir du moment où c'est mis dans la boucle et finalement ça devient quelque chose de naturel, ce congé est pris sur quand même une longue durée. Alors par rapport à l'organisation, c'est vrai que 10 semaines, ça demande théoriquement ou un remplacement, etc. C'est pas encore toujours complètement intégré. Voilà pour le côté un peu plus négatif. Le côté positif, c'est que quand même, ça veut dire qu'on peut le négocier, et ils sont à 10 semaines. Donc les 8 semaines, c'est quelque chose d'atteignable. D'autant, ça veut dire qu'on rajoute que 1 mois. Donc voilà. Donc je vous propose de vous laisser la parole. Je vois que Jean-Marc avait déjà levé la main. Donc voilà, allez-y, posez vos questions. Laurent, est-ce que tu gères la parole comme ça? Oui, je gère, voilà. Alors oui, il y a une question de Céline, c'est bien sûr le support de présentation vous sera adressé. Hein, il a été actualisé encore hier, donc on vous l'adressera dans la foulée. Donc la parole est à vous, vous pouvez lever la main si vous souhaitez. Il y a Pierre, je te passe ta parole. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Ce que j'ai pas capté dans la présentation, peut-être vous l'avez dit, mais j'étais en train de faire couler un café peut-être, c'était savoir sur les 28 jours, combien de jours étaient obligatoires? Pardon? 7 jours, c'est ça? Et moi, donc ça me fait rebondir sur l'histoire, sur l'avis que vous avez donné sur les managers. Parce que vraiment, je pense que la clé du succès, entre guillemets, c'est la formation, ou plutôt l'information des managers. Je pense que c'est fondamental. Déjà, bon, dans notre branche, on a un gros problème avec les managers quant aux jours de délégation, quant aux heures de délégation, déjà, dans un premier temps.
où c'est très mal vu, c'est compliqué, le manager met la pression sur le reste de l'équipe en disant si vous n'arrivez pas à vos résultats, c'est parce qu'un tel prend ces genres de délégation. Et je trouve que, vite fait, hein, donc même des résultats ou des primes financières et tout ça. Hein. Donc je veux dire par là, je pense que la clé du succès, moi, c'est pas les services RH, parce que les services RH, ils appliquent la loi à point barre, quoi. Mais je pense que la clé du succès, c'est pour je dirais, les 21 jours restants. Je pense que la clé du succès pour les 21 jours restants, c'est la formation des managers. Je pense, enfin, je suis persuadé. Parce que on a, nous, le recul à la FNCB, comme je vous disais tout à l'heure, déjà, l'histoire des heures de délégation où c'est très compliqué là. Et alors là, je ne vous raconte pas l'histoire des 28 jours. Ils vont l'avoir là. Voilà. Donc, je pense que si on a une action à faire, et dans les branches, et au niveau de la CST cadre, elle est vers les managers. Voilà. Mais d'où la négociation qui peut aussi prévoir des formations de sensibilisation obligatoires pour les managers. On peut le mettre, on revendique des mesures du travail du manager, et dans les mesures du travail du manager, il peut y avoir cette sensibilisation et le fait qu'effectivement, ils ont octroyé les droits à congé. Mais je te rejoins, c'est la même problématique, effectivement, que pour les cadres de prendre leurs heures ou jours de délégation. Ah oui, c'est fin. Et je pense que, voilà, si on a une action à faire, en tout cas au niveau de la FNCB, je pense qu'on mettra l'accent là-dessus concernant les managers, parce que bon, les cadres dirigeants et les services RH, ils vont dire bon, ben on applique la loi sereinement, quoi. Et je pense que voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je pense que c'est fondamental qu'on ait une action vers les managers, quoi. Voilà. Merci Pierre. Y a-t-il d'autres Voilà, il y a Isabelle qui demande la parole et qui est du secteur de l'assurance. À toi Isabelle. Bonjour, merci pour cette présentation. Oui, je suis sur le secteur de l'assurance, mais je n'ai pas eu tous les détails sur la négo de Aviva, donc j'étais intéressée par une petite précision, notamment concernant la partie du variable. Tout à l'heure, Patricia, tu as dit qu'en fait, c'était facile pour les gens du siège. J'aurais bien aimé savoir la proportion entre les fonctions, on va dire, administratives où leur salaire est fixe, on va dire, et tous les métiers qui ont du variable. Parce que justement, ça permettrait, on a d'autres métiers, notamment dans l'assurance, où il y a des parts variables, et je pense dans beaucoup de secteurs, ce serait bien de le sécuriser et de montrer des éléments factuels. Sinon, la deuxième partie de ma question, c'était par rapport à ce qui se passait au niveau international. Tout à l'heure, Béatrice, tu as parlé, j'ai pas bien saisi la totalité de ton propos. Est-ce que tu pourrais un peu plus développer? Merci. Alors, si je réponds en premier ou on fait d'autres questions, mais pour l'instant, je n'ai pas les statistiques de répartition. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont une perte, notamment parce qu'ils ont un variable important, ont beaucoup moins pris le congé, les 10 semaines. Et donc, c'est pour ça que le prochain accord, qui s'appliquera en 2022, prendra en compte cette perte de rémunération pour l'éviter. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est extrêmement important parce que, notamment dans banque, assurance, ça représente un très fort pourcentage. Sur l'étranger, sinon, dans la plaquette que Laurent avait mis à l'affiche tout à l'heure, j'ai listé notamment les pays où ils en sont. On voit qu'il y a des pays qui sont quand même largement avancés. Hein. Évidemment, voilà, sont un exemple. Et c'est vrai que la prise en charge du congé est importante. Alors, la directive européenne, franchement, sur le sujet, et ils s'en sont servis sur une problématique d'égalité.
Ils s'en sont pas servis. Enfin bon, c'est vraiment pour l'égalité qu'ils ont convenu qu'il fallait que les femmes soient moins discriminées, davantage sur le marché du travail, etc. Donc eux, ils viennent d'imposer 10 jours ouvrables avec un bon niveau d'indemnisation. Et la problématique, Béatrice l'a évoquée, sur le congé parental, qui là est jusqu'aux 8 ans de l'enfant, enfin ça avait été évoqué jusqu'aux 12 ans, c'est la France qui aujourd'hui avait pesé de tout son poids pour qu'il soit écrit une indemnisation adéquate. Et non pas, la demande, c'était que ça soit comme les indemnités d'arrêt maladie, quoi, au minimum. Même si ça, c'était pas le niveau du congé de maternité qui est de 100%, mais au moins sur le... Et donc, ce qu'on espère, et on développera dans la conclusion, enfin, Béatrice, je vous laisserai le développer, mais c'est vrai que ce qu'on espère, c'est que la directive devant être transcrite avant le 22 août 2022, on espère bien qu'il y aura des améliorations sur le sujet. C'est le seul moyen de sortir de l'échec, hein, parce qu'on voit que même pour les femmes cadres, c'est peu pris parce qu'il y a tellement de pertes de salaire. Alors, heureusement, on a bataillé pour que notamment les cadres en forfait jour puissent prendre une journée par semaine de congé parental qui soit indemnisé. Donc là, il y a effectivement une perte, mais comme c'est la moitié du congé parental, disons que voilà, l'un dans l'autre, la perte est supportable. Par contre, effectivement, ils ne prennent pas le congé à temps plein. Oui, aujourd'hui, évidemment, le modèle pour nous, c'est ce qui se passe dans les pays scandinaves, hein, avec des congés supérieurs à 1 an qui doivent, pour être en durée maximale, être obligatoirement pris par les 2 parents, ce qui existe déjà aussi, ce qui a été, ça pour le coup, tout de même appliqué en France, mais et avec un niveau de rémunération qui fait que les pères prennent très très largement, en Suède par exemple, moi j'ai un petit peu étudié le modèle suédois, les pères prennent très facilement le congé parental. Et ils le prennent d'autant plus, et ça c'est sans doute quelque chose qu'il faudra qu'on retravaille, c'est que, y compris pour l'entreprise, et particulièrement pour les cadres, j'imagine, plus le congé est long, plus c'est facile d'imaginer un remplacement du père absent. Hein. Sur un congé d'1 mois, l'entreprise, elle ne va pas forcément remplacer un cadre. Elle va attendre qu'il rentre, et puis normalement, quand il rentre, il va être absolument débordé de boulot, et il va rattraper ce qu'il n'aura pas fait pendant 28 jours. On connaît ça par cœur. Mais sur une période de 4 ou 5 mois, forcément, la question du remplacement se pose. Donc ça s'anticipe, donc ça se travaille dans des organisations de travail. Et donc, c'est paradoxalement, plus on allonge le congé, plus on permet et aux entreprises de s'organiser pour faire vivre le dispositif et aux pères de le prendre de manière un peu sereine. Donc, Patricia l'a dit, aujourd'hui, la directive européenne dit 4 mois de congé parental qui doivent être partagés entre les 2 parents. Mais elle ne fixe rien. Alors, nous, on est au-delà en France. On n'a plus de 4 mois de congé parental. Donc, si on bouge pas, la directive peut n'avoir aucune incidence en droit français, puisque aujourd'hui nous avons plus de 4 mois et la France a pesé de tout son poids effectivement sur la question de la rémunération. Si elle n'avait pas pesé comme ça, on aurait dû passer à 4 mois de congé parental qui doivent être partagés entre les 2 parents et qui sont rémunérés, et ça a changé évidemment la donne. Aujourd'hui, je rappelle que c'est 400 € peu ou prou sa rémunération du congé parental. Et donc, et évidemment, il y a l'immense majorité des salariés qui ne font pas le choix de prendre ce congé. Enfin, évidemment. Donc, on va voir comment cette directive, donc on va remettre ce sujet sur la table, mais ça reste une question
sur lequel, pour l'instant, le gouvernement français ne veut pas bouger. Donc, en août 2022, on verra où on en sera. On va essayer de repousser cette question-là en début d'année prochaine, mais j'y crois. D'ici les élections présidentielles, je suis assez sceptique sur notre capacité à faire évoluer les choses. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à Emmanuel. Bien. Merci Laurent, merci Patricia et Béatrice. Un peu plus fort ton micro, on t'entend pas très bien. Oui, et là, est-ce que c'est mieux? C'est un peu mieux, oui. Bon. Alors, merci à Patricia et Béatrice pour leurs présentations respectives et les compléments donnés dans le cadre de la discussion. Moi, je voulais avoir une réflexion, alors au-delà de la parentalité, je souhaitais avoir une réflexion sur la grand-parentalité, parce qu'avec l'allongement de la durée de la vie professionnelle, il y a de nombreux salariés qui se trouvent être grands-parents, et ça va être mon cas en fin d'année, hein, mon fils aîné voilà, va être papa, et il entend d'ailleurs prendre son congé de paternité, et je me disais, voilà, est-ce qu'on pourrait pas nous aussi, CFDT, militer pour un congé de grand-parentalité pour les salariés? Hein, il y a un proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant », mais les jeunes parents ont besoin d'être entourés. Et donc, voilà, est-ce qu'on pourrait pas militer pour ce congé? Alors, ça serait, j'imagine, un congé court de grand-parentalité. Et après, j'identifie aussi un besoin quand les enfants sont malades. Alors, dans les conventions collectives, il y a des congés pour les enfants malades, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi un congé donc pour les petits enfants malades, de façon à ce qu'on prenne le relais dans le cadre de cette solidarité intergénérationnelle. Voilà, je lance le débat. Merci. Merci Emmanuel. Des pistes d'innovation. Oui, je pense que c'est effectivement très intéressant, d'autant plus si on rallonge encore la durée de vie au travail. Ça veut dire que statistiquement, les salariés au travail seront forcément, auront une grande probabilité de devenir grands-parents. Hein. Et donc effectivement, moi je le suis, hein, je suis plus âgée que Béatrice, vous l'avez remarqué. Et donc, effectivement, notamment les vacances d'été, on est sollicité, et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'on se dit, voilà, on n'a pas le rôle éducatif des parents, mais par contre, le repos l'été, voilà, c'est compliqué quand on est salarié, ou le temps partiel qui est pris, où en fait, il est souvent occupé pour s'occuper éventuellement des petits-enfants. Donc, ça fait partie de la réflexion, Béatrice peut le développer, que la CFDT a sur la gestion des temps, en disant que selon les moments, on n'a pas besoin de la même durée. Et on le voit bien, c'est une gestion qui doit être différente. Et il est vraiment important que ça soit homme ou femme. C'est ça le combat pour l'égalité. Je te laisse développer peut-être, Béatrice. Moi, je trouverais très intéressant que, par exemple, on intègre ça dans notre concept et dans ce qu'on souhaite développer avec la banque des temps, typiquement. Voilà. Typiquement, les congés pour être extrêmement factuels. On n'est déjà pas au niveau attendu sur les congés pour les parents. Donc, d'ici à ce qu'on avance sur les congés des grands-parents, il va se passer un peu de temps, sauf si on travaille ça dans l'idée d'une banque des temps, avec une plus grande flexibilité et une plus grande agilité pour pouvoir prendre du temps quand on en a besoin. Et typiquement, ce que tu décris, ça peut être un moment où on a besoin là de prendre du temps, parce que ça aide les enfants, effectivement, parce qu'on a envie soi-même de profiter un peu de ces petits-enfants qui viennent d'arriver, pour plein de raisons. Mais je trouve que c'est une très bonne idée
je ne suis pas sûre qu'on l'ait eu, donc je la note, l'UCC comme incubateur d'idées innovantes, c'est intéressant, mais je trouve dans la Banque des temps, ça serait un excellent truc à mettre en avant. Et ça va un peu dans la logique des congés des aidants. Puisque là aussi, la directive dit des choses sur les congés des aidants qui ne changeront pas là non plus. Qui pourra s'appliquer tel quel, parce que le droit français est à ce stade supérieur, et d'autant que c'est des congés non rémunérés. Donc voilà. Après, la question, évidemment, on pourrait peut-être imaginer avancer un peu sur du congé non rémunéré, par exemple, les grands-parents, comme tu expliques. Sur du congé rémunéré, ça sera sans doute une bataille. Mais voilà, je note pour la Banque des temps, je trouve que ça peut être, avec le vieillissement de la population et l'allongement de la durée de vie au travail, tel que nous l'annonce encore un peu plus le gouvernement, je pense que c'est une revendication effectivement qui a du sens. Mais on sait aussi, Béatrice, qu'une fois que c'est inscrit dans la loi, le droit à absence, même non rémunéré, on arrive après à tirer le fil et dans l'entreprise, dans certaines conventions collectives, à dire finalement, puisqu'il y a le droit à absence, l'employeur peut effectivement rémunérer. Sachant que nous, notre objectif, c'est aussi qu'il n'y ait pas de différence petites entreprises, grandes entreprises. On tombe aussi sur le même problème, c'est-à-dire qu'on veut des droits pour tout le monde. Et c'est ça la difficulté, Patricia. Parce qu'effectivement, les grandes entreprises, ce sera possible. Dans les petites entreprises, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, mais voilà. Je vais donner la parole à Laurent Mailleux qui a levé la main. De mémoire, mais là ça fait vieux singe de l'UCC, je pense qu'il y a une dizaine d'années, je ne pense pas qu'on l'ait mis dans une résolution, mais on envisageait la transférabilité du compte épargne-temps des parents vers les enfants. Voilà. Plutôt que de s'obliger à prendre des congés avant de partir en retraite, on pourrait les transférer. Bon. Ça, c'était pour la petite histoire. Donc Céline évoquait dans le chat l'idée des congés intergénérationnels. Voilà, je pense qu'il y a à réfléchir sur des dispositifs qui soient les plus englobants possibles pour éviter les stigmatisations aussi. Un petit point qu'on n'a pas pu aborder dans la négociation cadre autour de finalement une réorientation du 1,5% prévoyance, puisque c'était prévu au départ pour notamment les décès en cours de carrière. On pourrait imaginer des accords de prévoyance qui viennent compléter le manque à gagner du congé de paternité-parentalité. Voilà. De même que la prévoyance prend en charge un certain nombre de situations, elle pourrait prendre en charge, mais je n'ai pas connaissance aujourd'hui d'accords de branches qui intègrent ce type de possibilités. On sait qu'il y a du grain à moudre dans les accords de prévoyance. Voilà, donc il y a peut-être là quelque chose à explorer, peut-être en amont avec les institutions de prévoyance. Il y en a peut-être qui seraient intéressés à avoir ça dans leur panel de propositions. Voilà pour mon intervention. Il est 9h34, on peut se donner encore 2-3 minutes de conclusion. Alors, on avait dit qu'on resterait sur l'heure. Je regarde s'il n'y a pas d'autres demandes de parole là pour l'instant. Donc, si, moi je voulais intervenir, je suis en audio. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Tu peux te présenter? C'est Guillaume, pardon, excusez-moi. Bonjour Guillaume. Voilà, je suis en audio, ça ne marche pas la vidéo là, sur mon téléphone. Je suis en déplacement. Non, peut-être donc simplement, je trouvais l'idée quand même très intéressante effectivement de pouvoir transférer, comme on peut transférer des jours de RTT, effectivement, pour pas effectivement. Quand même pas mal de gens aussi qui sont seuls et qui élèvent leur enfant seul. Il y a des nouveaux modes de parentalité où on a forcément un conjoint que c'est et dans cette manière, on va insister pour qu'on réfléchisse. Guillaume, on ne t'entend vraiment pas bien. Ah, mince.
Je pense qu'on prendra le temps, Patricia reprendra le temps de t'appeler en direct pour te permettre d'exposer ton point de vue. Mais là, vraiment, la communication n'est pas très bonne. Bon, bah, écoute, désolé. C'est pas grave. Pas de souci. On revient vers toi, hein, je pense que c'est toujours important. Pas de problème, pas de problème. Donc, on vous enverra le PowerPoint, sachant que pour l'instant, pour imager, j'ai pris des photos de papa avec leur enfant, mais que nous n'avons pas les droits. Donc, on est entre nous et il faudra sans doute changer ou retirer l'image là. Je trouvais que c'était plus joli sur ma présentation, mais j'ai pas eu le temps de regarder ce qu'on pouvait acheter ou pas. Hein. Donc, je vous le dis, avant la diffusion, on retirera la photo. Voilà. Merci. Béatrice, éventuellement une petite conclusion ou bien… Juste redire ce que j'ai. Je crois que ce sujet n'est pas clos. Hein. Encore une fois, je pense qu'on rentre dans une séquence où on va reparler parentalité, parce que c'est un sujet qui… Il y a une attente des citoyens français, européens plus largement, mais français en particulier. Il y a une attente des jeunes générations, typiquement. Et donc… dans l'esprit de nos parlementaires, en tout cas on est en lien avec un certain nombre de parlementaires qui ont ça en tête, qui n'auront sans doute, encore une fois, pas l'occasion, le temps, et ça n'arrivera pas à l'agenda vraisemblablement d'ici les élections présidentielles, mais sur le prochain mandat, c'est forcément un sujet qui reviendra. Donc, on va continuer de porter ça. Je lisais ce qu'il y avait dans la conversation. Et évidemment, le travail sur les représentations, pour ça comme pour bien d'autres sujets qui concernent et la parentalité et l'égalité entre les femmes et les hommes, le travail sur les représentations qu'on peut avoir, il reste à faire. Et j'insiste, il reste à faire pour les hommes comme pour les femmes. C'est-à-dire que la question de la parentalité, quand on se penche un peu sur le sujet, c'est aussi un sujet qui est très préempté par les femmes, voilà. Historiquement. C'est-à-dire qu'on les a assignées culturellement, historiquement dans ce rôle-là, et du coup, elles se le gardent un peu, si vous me passez l'expression. Elles ont parfois un peu de mal à le partager. Hein, donc, ce travail-là, il est à faire autant avec les jeunes filles, parce que c'est un travail que c'est pas avec quelqu'un de mon âge qu'on commence à faire un travail sur le partage de la parentalité. C'est trop tard, mes enfants sont trop vieux. Mais avec les jeunes filles, typiquement, avec les jeunes générations, donc on a un enjeu d'éducation, évidemment, à ces sujets-là qui est extrêmement fort. Et là, pour ce sujet de la parentalité, comme sur d'autres. Donc, moi, je pense qu'on va continuer de parler parentalité dans les prochaines années, qu'il faut donc qu'on a un corpus revendicatif qui est déjà assez assis, mais qu'on peut toujours faire évoluer avec de bonnes idées telles que j'en ai entendu ce matin. Donc, et puis, on verra aussi comment, et pour l'instant ça c'est un peu work in progress, mais comment est-ce qu'on articule tous ces sujets-là avec notre revendication sur la banque des temps, et l'idée que la CFDT a de la gestion des temps tout au long de la vie, et la parentalité peut faire partie, pour partie, pas tout je pense, mais pour partie, le congé parental pourrait par exemple très bien être un sujet de banque des temps, de mon point de vue. Voilà, un congé grand-parent, comme qu'a indiqué, pourrait très bien être un sujet de banque des temps. Des congés aidants pourraient être des sujets de banque des temps. Donc, parce qu'on ne parle pas non plus des aidants, mais ça aussi, ce sera un vrai sujet, parce que les aidants, de la même manière que sont les femmes qui ont la charge des enfants, de la même manière sont les femmes très majoritairement qui prennent en charge notamment la perte d'autonomie de leurs parents. Hein, et donc, elles, en début de carrière, j'ai envie de dire, et en fin de carrière, elles se retrouvent parfois confrontées à des situations où elles ont apporté
soit l'éducation des enfants, soit le soutien à des parents en perte d'autonomie. Donc voilà. Donc ces sujets-là restent pendants et on continuera de les porter haut et fort. Merci Béatrice et merci Patricia. Juste Oui. un mot, c'est de dire que c'est vraiment ensemble, hommes et femmes, qu'on peut gagner ce combat de la parentalité et des droits des femmes, et que rien n'est définitivement acquis. On a vu pendant le confinement le partage de l'espace, disons entre guillemets, pour le télétravail entre les hommes et les femmes qui n'était pas du tout le même. Et on voit le recul des droits potentiels en Hongrie, etc. Enfin bon, ça doit vraiment nous inciter à continuer le combat toutes et tous ensemble. Il faut que le combat soit porté par les hommes aussi, parce que c'est aussi leur droit. La parentalité, c'est pas qu'une affaire de femmes. Voilà. Absolument. Moi, si je peux juste redire 2 mots là-dessus, le sujet, quand je dis le sujet reviendra à l'agenda, en tout cas pour les pouvoirs publics, vraisemblablement, la réalité de ce qu'on observe aujourd'hui en entreprise, elle est un petit peu différente. Hein. C'est-à-dire que, comme l'a dit Patricia, tous les rapports internationaux, européens, y compris nationaux, font état d'un recul du droit des femmes suite à la pandémie, d'un recul de la place des femmes dans l'emploi, d'un recul de l'avancée des dispositifs d'égalité pro. Et ce qui nous remonte aussi des entreprises, c'est pour ça que il faut redoubler d'efforts, c'est que toutes les questions autour de l'égalité professionnelle sont remises à plus tard au motif que c'est pas l'urgence du moment. Et ça sera sans doute, on verra, mais à part quelques entreprises volontaires sur le congé paternité, potentiellement dans les mois qui viennent, nos militants vont être confrontés à cet argument-là. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on gère la crise, l'après-crise, la reprise, puis quand tout ira mieux, on s'occupera de ces questions d'égalité professionnelle, de parentalité, de choses comme ça, comme si c'était un luxe, hein, comme si c'était un petit supplément Donc il y a une situation très particulière avec la pandémie qui non seulement a arrêté les progrès en termes d'égalité femmes-hommes, voire les fait singulièrement reculer dans certains pays. Et on n'est pas exempt ici aussi pour un espèce de mouvement comme ça. Je redis que nous, on a tweeté par exemple hier ou avant-hier sur le congé paternité. Et quand on tweete sur les sujets d'égalité femmes-hommes ou de parentalité, c'est là qu'on a les trolls les plus violents. Voilà. C'est toujours à ce moment-là qu'on a une espèce de réaction voilà, presque épidermique de gens qui évidemment pédalent pas tout à fait dans le même sens que nous. Donc là, les tensions augmentent autour de ces sujets. Il y a des attentes, il y a une pression de la société civile, et notamment des jeunes générations pour que les choses avancent, je le redis. Il y a une compréhension de ça par une partie de la classe politique. C'est pas tout à fait la même, et par une partie des entreprises, mais elles sont encore très minoritaires. Et puis, il y a quand même un mouvement à l'œuvre pour dire, bon, hein, là, on a autre chose à foutre que... Pardon, hein, puisque je l'ai entendu, donc les histoires de bonnes femmes, c'est pas le moment, hein, et y compris de la part de militants syndicaux qui disent aussi, oh là là, mais on n'a pas le temps de s'occuper de ça, mais... Donc notre attention doit rester absolument entière sur ces questions, sous peine certains organismes disent qu'on a pris 10 ans dans l'avion en termes d'égalité femmes-hommes avec ces 18 mois de pandémie. Donc si on n'y est pas très attentif, et la parentalité en fait partie, on reculera plus fortement encore. Donc merci de votre implication sur ces questions.
Merci Béatrice de cette alerte que tu nous lances, ainsi que Patricia juste avant toi. On va clore là la séquence et on va arrêter l'enregistrement pour les collègues. Ça permettra de rediffuser nos échanges plus largement.